Parfait. Donc, parfait. Merci. Donc, on va continuer. Donc, on est presque à la fin et pratiquement à la fin. Vous avez vu comment on s'y prend, hein. On réunit les éléments qui sont défavorables, on fait des cartes France, etc. Et puis, on établit un modèle de pronostic. Donc, on prend des carottes et puis on met ça à haute température, enfin à température élevée par rapport aux 20 degrés ambiants et puis à haute humidité relative. On voit comment ça se comporte au cours d'une année, etc. Donc, on fait des pronostics. Après, on crée des méthodes de surveillance. Donc, vous avez vu avec les méthodes d'extensométrie, des méthodes d'indice de fissuration, etc. Et puis après, on se dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le premier traitement auquel on peut se référer, c'est que, bon, on met hors d'eau les ouvrages. Étant donné que donc c'est l'humidité qui est derrière ça, donc on met hors d'eau. Donc on essaie de diminuer la pénétration donc de l'humidité extérieure, donc ne pas trop s'opposer à l'évacuation de vapeur, homogénéiser l'humidité, maintenir les fissures fermées, s'opposer à la pénétration donc d'agents agressifs et donc et tout ça pendant une durée suffisante. Donc on essaie de les boucher. Donc voilà, donc on colmate les fissures par injection des résines d'époxyde, d'accord, euh, pour euh, pour que les fissures ne s'ouvrent pas, hein, et que l'on ferme et qu'on n'expose pas aussi à l'humidité et à l'arrivée d'eau de l'extérieur. Mais cela ne marche pas toujours, hein. Ces résines peuvent exploser. D'ailleurs, ça arrive souvent, hein. Regardez, là, ce sont les réouvertures d'une fissure, d'accord. Donc une zone où on avait injecté, donc les fissures ont réapparu, d'accord. Donc regardez, voilà, donc les peintures ont sauté. Voilà. Donc là, on imperméabilise par revêtement extérieur pour empêcher l'eau de pénétrer. Donc voilà, donc une imperméabilisation des régions qui peuvent provoquer. Et finalement, autre chose que l'on peut faire, et vraiment, c'est l'intervention extrême, c'est essayer d'enserrer et de cercler et insérer des armatures, hein, de coffrer les endroits où il y a une explosion de granulats, eh bien pour empêcher que le béton euh, se dégrade davantage. D'accord? Et puis voilà. Et donc, c'est tout ce qu'on peut faire, hein. Donc, voilà. Donc, donc voilà, moi je voudrais arrêter là, mais répondre à vos questions. Si vous avez des questions à poser sur cette partie, alcali réaction ou sur l'autre. Hein, donc, si peut-être donc je pourrais euh, donc vous avez compris la méthode générale, en tout cas, comment on s'y prend quand il y a quelque chose qui apparaît et qu'on ne sait pas quoi faire. Donc la première chose, parce que contrairement aux attaques sulfatiques, eh bien l'alcali-réaction, les attaques sulfatiques, on savait qu'il y a une phase qui se forme, hein. C'est ça que je voudrais que vous compreniez, parce que là, on est dans une situation d'expertise qui est délicate, hein. Ça veut dire que
contrairement aux attaques sulfatiques où on voyait l'étringite, c'était possible de regarder en microscopie et on voyait que c'est l'étringite avec ses bras qui essayaient donc de faire exploser donc le béton, et c'est quelque chose qui se formait au sein du béton. Ici, on ne voit rien. On sait tout simplement que les granulats éclatent. D'accord? Donc ça, c'est très délicat. Là, donc, les réactions, on ne sait pas comment ça se passe. C'est récent aussi. Donc en France, on le remarque depuis 1980. Donc c'est assez récent. Et d'abord, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on essaie de dire que voilà, on fait une carte France et on essaie de dire, eh bien, où est-ce que ça intervient? Regardez, donc ils voient les ouvrages, ils essaient de faire une carte de France et dire que voilà, où est-ce que on a plus de ça? Ils voient qu'il y a certaines régions et pas d'autres. D'accord? Donc, comme les granulats dans les constructions sont utilisés toujours aux environs de l'endroit où on fabrique l'ouvrage, parce que c'est le béton, on ne peut pas dépenser beaucoup d'argent. Donc, les granulats, on les cherche là où on trouve. D'accord? Donc, c'est autour de la région. Donc, dans un premier temps, ils disent qu'il y a certains granulats qui sont bons et d'autres qui sont un problème. Donc, ils essaient de voir que, bon, d'où vient ce problème? Comment ça se fait que des granulats explosent? Alors que ces granulats, si on ne les touchait pas, eh bien, ils restaient intacts. Donc, on commence à dire que peut-être c'est l'environnement du béton. L'environnement du béton, c'est quoi? Donc, c'est la présence des alcalins, d'accord? Et le pH. D'accord? Bon. Alors donc, ils se disent que comment on va faire? Eh bien, ils se disent que bon, ils savent aussi que ce sont des granulats qui ont de la silice dedans. Donc, ils se disent, il y a une influence des alcalins, il y a une influence du pH, il y a une influence de la silice. Plus il y a de silice, plus il y a d'alcali réaction, là où il y en a, naturellement. Donc, et puis, ça dépend aussi des régions. Ça veut dire que ça dépend de l'origine géologique de ces granulats. D'accord? Alors, c'est quelque chose ça doit être une maladie qui doit être liée au granulat, la silice du granulat. Donc, ils se disent que, eh bien, comment on va faire? Donc, d'abord, ils essaient d'élaborer une théorie. Alors, la théorie qu'ils ont élaborée, c'est que c'est lié à la réactivité de la silice. Comme la silice est inconnue et qu'on ne connaît pas quand est-ce qu'il est réactif, quand est-ce qu'il n'est pas réactif, ils se disent que, eh bien, voilà, c'est peut-être la silice réactive qui est à l'origine de cela, et qu'à l'intérieur de nos granulats, il y a de la silice réactive, et c'est là qu'ils réagissent avec les alcalins. Bon, alors pourquoi la fumée de silice qui est très réactif, eh bien, ne réagit pas? Eh bien, ils disent que la fumée de silice, parce qu'elle n'est pas à l'intérieur d'un granulat. La fumée de silice, il est à l'extérieur, et donc à l'extérieur, il a beau réagir, eh bien, on trouve que du bien à cela. Alors qu'à l'intérieur d'un granulat, s'il commence à réagir, ça pose problème. Donc, il y a une sorte de pronostic que c'est la silice qui est réactive et qui est à l'intérieur du granulat, qui réagit avec les alcalins de l'extérieur tant que le pH est élevé. Bon, le pH est élevé, pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur du béton. Le béton, par rapport à l'extérieur, eh bien, c'est son pH qui est élevé et qui a de l'alcalin. Alors maintenant, il faut établir une théorie. Il voit qu'effectivement, la réactivité de la silice augmente avec le pH. Donc ça, ils ont fait des essais
et ils ont montré que effectivement, pour la fumée de silice, en tout cas, parce qu'ils ont que la fumée de silice qui est réactive et qui est disponible partout, eh bien, la réactivité augmente avec avec le pH, donc d'accord. Donc, il faut un milieu qui soit alcalin, à pH élevé, donc ça veut dire avec une présence de OH-, de présence des alcalins, de type K+, ou Na+, d'accord. Et donc, maintenant, et à l'intérieur du granulat, il faut une silice qui réagisse. Bon, d'accord, on n'est pas très avancé. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer comme réaction? Eh bien, on va proposer la réaction suivante. D'accord? Donc, on va imaginer que voilà, il y a la structure il y a une structure de silice à l'intérieur du granulat. D'accord? Bon, ça, on savait il y a des groupes silanol, il y a des ponts siloxane, etc. Et ils se disent que voilà, comme le milieu extérieur doit être à la fois de pH élevé, donc une concentration de OH-, et qu'il faudrait qu'il y ait de Na+, pour que le milieu soit alcalin, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer d'imaginer la réaction suivante. La réaction suivante, c'est quoi? C'est que les silices réactifs qui sont à l'intérieur du granulat réagissent avec OH- en formant des SiO- et de l'eau. Déjà, de l'eau qui est créée dedans, ça crée déjà une petite surpression. Et puis surtout du SiO-. D'accord. S'il y a du SiO-, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les Na+, qui sont à l'extérieur, pour équilibrer la réaction, ils vont pénétrer donc dans le matériau pour aller se coller au SiO-. Pourquoi? Par mesure pour équilibrer les charges, hein, donc pour pénétrer dans le réseau siliceux pour maintenir l'électroneutralité. D'accord. Et ensuite, comment ils vont expliquer? Eh bien, ils vont dire que comme il va y avoir une concentration d'alcalin Na+ à l'intérieur, et qu'il y a, étant donné que les Na+ sont liés au SiO-, eh bien, ils ne peuvent pas sortir. C'est comme s'il y avait un gel qui empêchait donc les semi-poreux, hein, qui empêchait le Na+ de sortir de là. Naturellement, parce qu'ils sont liés avec la liaison SiO-, les Na+. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, nous sommes en présence d'un phénomène d'osmose. Et donc, l'eau va pénétrer à l'intérieur du réseau siliceux pour équilibrer la surconcentration de Na+ à l'intérieur. Et donc, c'est quoi? C'est le phénomène d'osmose. Donc, vous voyez, donc, trois étapes. Hein. D'une part, le milieu doit être à pH élevé, donc OH-. Les OH- doivent réagir. Ils doivent réagir avec quoi? Forcément, étant donné que c'est la silice réactive qui est à l'origine de tout ça, ils doivent forcément réagir avec quelque chose. Ils vont réagir, OH- va réagir avec les groupes silanol et les et les ponts de siloxane. Donc, il va créer un SiO-. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire pour les alcalins? Eh bien, voilà, les SiO- sont là, les Na+ va aller à l'intérieur du granulat pour équilibrer les SiO-, hein, et donc il va être collé à la structure. Il va y avoir un écart d'alcalin entre l'extérieur et l'intérieur, d'où phénomène d'osmose, et l'eau va pénétrer à l'intérieur pour compenser la concentration. Et donc, explosion. Et ils calculent, et ils disent que ça peut créer entre 45 et 120
mégapascales pour faire éclater donc les granulats. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Eh bien, on ne sait pas. Moi, je ne suis pas tellement convaincu. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas convaincus hein, que l'origine de cela soit la pression osmotique, mais c'est l'une des théories qui est avancée, que c'est la pression osmotique du fait de la pénétration donc, des alcalins à l'intérieur du, réseau siliceux du, du granulat, qui est donc qui est à l'origine. Donc vous voyez, au moins la théorie a l'intérêt de réunir tout ce qui est la cause. Ça veut dire quoi? Il y a certains granulats qui présentent ce désavantage et d'autres ne le présentent pas. D'accord? Donc, c'est la silice qui est à l'origine, ça c'est sûr. Hein? Donc, la silice qui doit être forcément réactive s'il est à l'origine de cela. Donc, ça doit être la silice la plus réactive. En plus, la silice est très réactive quand dans un milieu basique. Hein? Donc, ça, l'expérience sur la fumée de silice le prouve. Hein? Et puis, comment coller l'alcalin avec tout ça? Eh bien, voilà, on imagine que le OH- va réagir avec la silice à l'intérieur, il va y avoir des SiO-, et l'alcalin, et ben voilà, l'alcalin va aller à l'intérieur pour équilibrer, et ensuite, écart de concentration entre alcalin et non alcalin, et donc la pression osmotique. Donc, ça, c'est une théorie. Mais en pratique, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas et ça reste mystérieux, l'alcali-réaction. Parce qu'on ne voit rien qui fait ça. Et puis en plus, il y a des régions. Il y a des régions qui sont propices, d'autres régions qui ne sont pas propices. Et minéralogiquement, hein, donc un de vos conférenciers et géologues, et j'ai discuté avec lui, et il disait que moi je ne suis pas convaincu et beaucoup de gens ne sont pas convaincus. En plus, l'ordre de grandeur de 45 et 140 mégapascales n'est pas suffisante pour casser des armatures. Hein, parce que vous avez vu, il y a des armatures d'acier qui sont cassées. L'acier, il faut plus de 600 mégapascales, 600 à 800 mégapascales pour en plus de mauvais acier, hein, parce que sinon, ça ne casse pas. Donc voilà. Hein. Et vous avez des problèmes de RER? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez dit que vous avez un problème de RER? Quelqu'un a laissé un message comme quoi il y a un problème de RER, j'ai vu vite passer. Bon, donc Je pense qu'il faisait référence à. Il y a un moment donné, il y a eu beaucoup d'eau au niveau du RRC. Et d'accord, la d'accord, Seine, d'accord. J'avais par rapport cru à ça. qu'ils avaient un problème donc de RER. D'accord, oui, oui. Effectivement, d'accord. Donc ça. Alors, ceci dit, qu'est-ce qu'ils font? Donc c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, la méthode la plus intéressante, c'est la méthode de carottage. D'accord? Vous savez, donc, les carottes comme je vous ai montré. Donc, ils prennent des carottes. D'accord? Ça veut dire qu'ils font des prélèvements. Hein? C'est pas forcément sous forme de carottes. Hein? On appelle ça carottage. Donc, ils prennent ils extraient sans trop abîmer. Hein? Il faut ne pas abîmer la structure parce que sinon, on ne sait pas si c'est l'action de prélèvement qui cause le dommage ou quoi. Hein? Donc, ils prennent des carottes et puis ensuite, ils mettent des plots et puis ils le mettent dans un environnement accélérateur. Hein? Un environnement accélérateur, ça veut dire chaud et humide. D'accord? Parce qu'on sait que la chaleur intervient, accentue. On sait que l'humidité accentue. D'accord? Toutes ces choses-là, on sait. Donc, on accentue. Et puis, une fois que
Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on regarde comment ça se passe. Eh bien, on voit que, bon, là, rien ne se passe. Donc, ça va. Donc là, c'est bon, là, c'est non réactif. Ça, c'est réactif avec pessimum. Ça veut dire que, bon, ça peut passer. Là, c'est très réactif. Hein. Donc, vous voyez que là, vraiment, c'est dangereux. Donc, comment ils vont essayer de suivre ça et dire quel est le niveau de dangerosité et quel est le niveau de non-dangerosité? Eh bien, ils établissent un voilà, ils établissent une grandeur. Hein, la grandeur, c'est ça. Donc, ça veut dire après équilibre, voir en un an combien il y a eu d'évolution de dimension par mètre. D'accord. Ils appellent ça l'expansion résiduelle. Tout ça, scientifiquement, ça n'existait pas. C'est le laboratoire donc des ponts et chaussées qui, avec les Américains, a développé ces notions. Hein. Vous voyez comment ça se passe quand vous êtes devant une situation inconnue et qu'il n'y a pas de grandeur, de caractéristiques, ni de théorie forte pour se débrouiller. D'accord. Eh bien, ils établissent cette expansion résiduelle. Et après, ils se disent que bon, qu'est-ce qu'on fait avec cette expansion résiduelle? Eh bien, on va établir trois catégories. Une catégorie qui est négligeable, une catégorie qui est modérée et une catégorie qui est importante. Et pourquoi 500, pas 400, pas 600? Eh bien, c'est au pifomètre. Hein, ça veut dire qu'ils se réunissent, c'est comme ça que l'on fait quand on ne sait pas quoi faire. Donc, ils réunissent un comité de sages, hein, donc ils se réunissent et ils disent que voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Et ils décident que voilà, quand c'est inférieur à 100, c'est comme les médecins, hein, les médecins, c'est comme ça qu'ils font quand ils sont devant des cas. Ils disent que bon, pour on va faire pour telle catégorie, tel traitement pour telle autre catégorie, etc. Là aussi, ils deviennent des médecins et ils disent que voilà, au-delà de 500 micromètres par mètre, eh bien, on considère que c'est important et il faut agir. Comment on agit? Alors, il y a des méthodes de surveillance. Donc, quand ce n'est pas quelque chose n'est pas très grave, eh bien, on dit qu'il faut des surveillances tous les ans, etc., pour vérifier que c'est négligeable et ça reste négligeable. Hein, il y a donc ils font un rapport et ensuite ils disent que voilà, quand c'est important, eh bien, il faut remplir avec une résine, empêcher que l'eau arrive, etc., etc. Hein? Et si c'est trop grave, ma foi, ou bien on fortifie avec des structures d'acier, ou alors on casse. D'accord? Donc voilà. Alors ces méthodes, ça peut vous paraître étrange, mais c'est comme cela que ça fonctionne dans la vie réelle. Hein. Dans la vie réelle, c'est comme en médecine, quand une maladie apparaît, eh bien, on se réunit. Regardez, avec le confinement, on a créé une commission de santé et de défense. Comment on appelle ça? J'ai oublié. Hein, etc. Et défense sanitaire, voilà, commission de défense sanitaire, conseil de défense sanitaire avec des experts, etc. Et on dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut confiner, il faut déconfiner, il faut reconfiner, etc. Donc, mais quand même, c'est quand même une méthode qui est une solution. Hein? Ça veut dire c'est mieux que de rien faire. Surtout que maintenant, avec les nouveaux bétons, ça n'apparaît pas. Hein, avec les nouveaux bétons, donc ça n'apparaît pas. Donc ça, c'est déjà un bon signe. Hein. Alors, mais bon, il n'y a pas beaucoup de nouveaux bétons aussi. Hein. Les nouveaux bétons, on les réserve pour des cas importants et on se garde bien aussi d'utiliser des granulats qui sont à problème quand il s'agit d'un ouvrage d'art exceptionnel. Hein, quand vous voulez construire le béton, vous utilisez le béton je ne sais pas, de bibliothèque François Mitterrand, vous n'allez pas chercher des granulats à problème.
Hein, donc, vous évitez les granulats de la Bretagne, etc. D'accord? Donc, surtout qu'on est loin. Donc, voilà. Hein, donc, c'est quelque chose qui est toujours un gros problème. Hein, donc, vous avez, si vous travaillez dans des, dans des, dans des centres d'expertise donc d'ouvrage d'art, vous verrez que donc c'est une grande partie donc des interventions, c'est sur l'alcali réaction ou alors sur les problèmes de sulfatation. D'accord? Donc l'étringite. L'étringite, est-ce que c'est une étringite qui est au début de la prise, au milieu de la prise, après la prise, lesquelles sont graves, etc. Donc vous voyez, c'est comme cela que l'on s'y prend. Hein, c'est comme cela que l'on s'y prend. Et ça, c'est aussi intéressant pour vous, hein, qui allez devenir des professionnels, des cadres de haut niveau dans l'entreprise, que des méthodes bien établies, comme la cristallographie, les méthodes de spectroscopie, etc., qui sont des méthodes bien établies. Eh bien là, ce sont des méthodes semi-établies. Mais le progrès se fait avec ça. C'est avec ces méthodes-là que c'est pour ça que j'ai voulu que, avant même que vous abordiez un développement considérable, que vous sachiez que c'est comme ça. D'ailleurs, deux conférences que j'ai prévues pour vous, hein, c'est moi qui ai invité donc les conférenciers. Donc, d'une part, c'est une conférence que vous aurez après-demain, hein, jeudi matin, vous aurez une conférence. Et j'ai demandé que, écoutez, racontez une histoire de R&D, de recherche-développement qui est aboutie en peu de temps. Hein, je dis qu'il faut maximum 5 ans. Racontez une histoire de recherche-développement qui vous a rapporté beaucoup d'argent et qui a été faite par une petite équipe. Donc, j'ai dit ça, donc une dizaine de personnes, hein, cadres, techniciens, ouvriers et tout, hein, 10 personnes, et qui ont mené ça en espace de maximum 5 ans et qui a abouti à un brevet et qui vous a apporté beaucoup d'argent. Parce que c'est ça. Quand l'utilisation est importante, hein, le béton, c'est quelque chose qui est très utilisé. Vous avez vu les volumes, hein, le volume. Eh bien, quand l'utilisation est importante et que le prix, le coût n'est pas très cher, dès que vous faites une innovation qui vous apporte de l'argent, d'accord, dès que vous faites une innovation qui est intéressante, qui apporte l'argent, vous raflez tout. C'est un levier, si vous voulez. Hein, tout le monde se dit que bien, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et donc, en ce qui est, par exemple, le Colas, qui est le numéro 1 mondial de la route, hein, nous avons la chance d'être en France numéro 1 mondial, déjà avec Lafarge Holcim, hein, donc avec Bouygues, Vinci, etc. Donc nous sommes très bien placés dans ce domaine. Bon, les routes aussi, donc Colas est une filiale de Bouygues, numéro 1 mondial de la route. Hein. Donc dès que vous voyez qu'il y a un mélange de béton, de bitume, etc., qui est plus intéressant que les autres et bon marché, eh bien tout le monde veut ça. Tout le monde, tous les clients disent c'est ça qu'on veut. Donc vous vous rendez compte que par rapport à la concurrence, vous gagnez énormément. Vous gagnez énormément. Donc vous allez discuter avec le conférencier qui va venir donc de Colas après-demain et vous allez discuter avec lui. Donc après un moment, les gens se disent que bon, on est si peu de personnes et puis nous avons apporté tellement d'argent à notre entreprise, eh bien, c'est dégueulasse. C'est pas normal. on aurait dû créer une entreprise et puis le faire nous-mêmes. Eh bien, c'est toujours ça quand ça marche. Hein, toujours ça quand ça marche, c'est que, eh bien, ça devient tout de suite un produit phare.
Hein. Les bétons à ultra haute performance, bon, je me souviens, on était une petite équipe à développer là-dessus. Et ça a abouti au ductal et ça a donné beaucoup, ça a apporté beaucoup d'argent. Hein. Ça a été vendu au monde entier, brevet, et ça a été. Voilà. Bon, alors si vous avez besoin d'argent, dès que vous avez une bonne idée, hein, surtout, créez votre entreprise et développez-la. Surtout, ne le faites pas pour une société quelconque. Hein. Donc, et vous allez voir que ça ne coûte pas si cher un développement. Hein. Et bon, donc voilà, donc vous allez voir tout ça. Si vous avez les fonds, je vous trouve une idée de suite. Alors pour les fonds, vous savez qu'il existe en France et d'ailleurs les entreprises même, ils font appel, c'est le capital risque. D'accord. Le capital risque, c'est quelque chose que ça marche très bien. Vous vous rendez compte que le capital vient essentiellement des Américains et les Américains pensent que les Français ont beaucoup d'idées géniales. Et quand en France, on veut faire du capital risque, eh bien, ce sont avec des fonds américains, des fonds de retraite américains, qu'on peut demander de l'argent et puis développer quelque chose. D'accord. Le capital risque est fait pour ça. Ça veut dire que le capital risque, par définition, risque son argent. Donc, vous avez une assurance, si vous voulez, qui est derrière vous. Si vous ratez, vous ne perdez pas grand-chose. D'accord. Et là, le capital risque fonctionne très bien. Hein. Il faudrait que vous vous renseigniez sur ces méthodes, hein, de faire appel au capital risque. Le capital risque, il y a des gens qui sont, par exemple, intéressés par le béton. Il y a des gens qui sont intéressés par telle ou telle chose. Et ils ont beaucoup d'argent, ils veulent risquer. Voilà. Et vous leur apportez un dossier, ils voient quel est le dossier, etc. Ils ne veulent pas dépenser leur argent à d'autres choses, mais ils vont... moi-même, alors là, vous parlez des contacts, moi-même, je vous ai parlé déjà des bétons qui n'avaient pas de retrait. Donc, à partir d'un certain moment, ça a fait l'objet d'un brevet. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Pour la fabrication des tuyaux, j'ai eu un étudiant qui a fait sa thèse avec ça, donc fabriquer des méthodes de tuyaux. Là aussi, ils ont créé une usine à partir de ces résultats. Ça a apporté beaucoup d'argent, mais malheureusement, c'était un contrat entre l'université et les industriels. À nous, ça nous a rapporté rien du tout. Mais bon, on est content que d'avoir fait quelque chose. Hein. En tout cas, l'étudiant qui a soutenu sa thèse là-dessus était très content. Donc, oui, tout ça, c'est possible. Hein. C'est possible. Maintenant, vous êtes à un niveau où il faudrait que vous risquiez. Hein. Il faut risquer et après tout, je vous dis, il y a des systèmes d'assurance. Hein. Le capital risque, c'est basé sur ça. Vous ne risquez pas grand-chose. Hein. Il faut créer sa société et puis s'y penser. Hein. Ça, c'est très souvent le cas. Hein. Par exemple, il y a des gens aussi qui font des il y avait une société qui jadis s'appelait RMC, ça a été absorbé par BASF ensuite, et puis ensuite qui s'appelait RMC. Alors RMC, c'était une petite société. Qu'est-ce qu'il faisait? La société fabriquait des superplastifiants. D'accord. Alors, donc, c'est d'Ivry hein, qu'ils ont leur centre. Eh bien, ils faisaient quoi? Eh bien, ils achetaient des fluidifiants de différents endroits et ils les mélangeaient. Et ils travaillaient tellement bien, hein, donc ils ont embauché un de nos étudiants à nous, hein, d'Evry, comme directeur technique,
pour les structurer un peu, hein, parce qu'ils ne savaient pas trop comment ça fonctionne. Hein, et ils essayaient, en mélangeant, à obtenir des produits originaux et à vendre des mélanges de produits qui venaient d'ailleurs. Vous vous rendez compte? Mais ils le faisaient avec beaucoup d'intelligence et un sens de rigueur, et ils gardaient secret leur petite découverte. Bon, ensuite ils ont dû vendre leur, euh, leur société, et ils ont gagné beaucoup d'argent. Hein. De toute façon, à un moment ou à un autre, les grands s'intéressent et ne laissent pas les petits trop se développer. Eh bien, ils achètent. Mais bon, après tout, si vous gagnez, si vous vendez comme voilà, voilà. Donc, écoutez, je ne sais pas si vous êtes fatigué, mais moi, je suis très fatigué. Je vais aller râler auprès de notre directeur des études et je vais dire que c'est vraiment fatigant de 8h à 18h, de travailler de 8h30 à 17h30. Ça fait quand même, ça fait quand même pas mal de temps. Et donc, voilà. Donc, on se retrouvera demain. Donc, demain à 8h30 également. Et on va faire cette fois-ci un peu de modélisation. Donc, ce sont des méthodes que je vais vous annoncer. Donc, aujourd'hui, on a fait on a fait un peu de médecin avec les méthodes de pathologie, comment on va les soigner, comment on va le faire. Donc, c'est une autre approche. Eh bien, demain, on va développer une approche un peu plus calculatoire. Hein. Plus calculatoire, ça veut dire que vous allez voir qu'avec des méthodes simples de, euh, de spectroacoustique, par exemple, on peut faire des prévisions. On peut faire des prévisions que, bah, voilà, tel pont va fluer, tel autre matériau va se déformer facilement, et on peut faire des prévisions simples avec des petits outils. Hein. Donc, il va y avoir un peu de calcul, mais ne vous paniquez surtout pas. Hein. On va faire une étude de cas où, pas à pas, on verra comment on s'y prend hein, dans la vie industrielle avec des calculs, parce que les calculs, vous êtes obligés d'en faire. Hein. Après un moment, eh bien, après 10 ans, 15 ans, eh bien, on vous demandera d'être un expert et on demandera de pouvoir travailler avec des bureaux d'études, etc. Donc, n'ayez pas trop peur des calculs. Hein. Il faut, après 10 ans de boîte, vous êtes en concurrence avec le jeune qui arrive. Ou bien il faut devenir chef, de diriger, ou bien il faut donc avoir des interfaces, avoir des contacts et pouvoir faire un travail d'expertise. Hein. De toute façon, c'est comme ça qu'on évolue. Ou bien en ayant un sens de commande, hein, de direction. Donc, je suis certain que beaucoup d'entre vous ont ce sens. Ou alors, il faut devenir expert. Donc, parce que les jeunes arrivent et ils viennent avec beaucoup de courage et avec leur diplôme, hein, comme vous, et ils sont moins chers et vous devenez plus cher parce que vous augmentez en grade. Et donc, ou bien il faut faire de l'expertise, etc. Donc, il faut s'habituer à faire des calculs, ou alors il faut commander, et il faut organiser. C'est comme ça. Voilà. Bon, écoutez, donc je vous souhaite une bonne soirée. On finit un peu plus tôt que l'heure prévue, mais je suis assez fatigué, donc
Je vais donc vous